tout le monde. Superbe. Je vous en prie. Asseyez-vous. Prenez vos aises. On vous a déjà dit que c'était long avec moi. Je vais essayer de faire mieux. Mais Maître Osguner, tu es la démonstration du fait que j'arrive à prononcer correctement un nom. Aurélie Trouvé, la députée historique, si j'ose dire, dans la mesure où elle est l'ancienne présidente d'Attaque, qui est l'association à laquelle nous devons, en fait, que la gauche ait eu une continuité dans le temps, parce qu'à un moment donné, il ne restait plus rien. Quelques petits groupes par-ci, par-là, et Attaque qui tenait bon, et continuait à propager les idées dont on avait besoin pour penser, puisque vous le savez, tout commence par la compréhension qu'on a des événements et des tâches qui nous ouvrent ensuite le chemin du bonheur de savoir quoi faire dans de tels événements. Et plus les événements sont complexes, plus ils sont dangereux, et plus la pensée est l'outil numéro un de toutes les situations. L'élévation du niveau de conscience de chacun d'entre nous, et que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas, à ceux qui savent un peu, à ceux qui savent beaucoup, et c'est cette collectivité humaine qui fait notre force. Alors, j'ai mis en dernier Nadège Abo-Mongoli, pas seulement parce qu'elle est la présidente de l'Assemblée nationale, où la vice-présidente, c'est une distinction de nuance, pour nous, pas pour les autres, mais surtout parce que je vais en profiter pour lui faire des excuses devant vous tous, parce que tout à l'heure, je parlais avec elle, et elle me dit « Bon, je te pardonne, pendant 10 ans, t'as pas été foutu de dire mon nom correctement. » Et c'est vrai, j'avais honte, mais j'osais pas lui dire « Écoute, je suis désolé, je vais faire mieux la prochaine fois. » Je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir d'autres gens comme moi dans la salle qui butent toujours sur les noms. Ça arrive, bon, c'est la vie. Voilà, en tout cas, j'ai toujours bénéficié de sa bienveillance, amicale, fraternelle, de combat. C'est une femme remarquable sur un point particulier, je ne vais pas faire la liste de ses talents, parce que c'est quelqu'un qui a une volonté d'acier, et qui, sur les principes, ne transige pas. Elle a eu d'autres appartenances politiques, comme moi-même. Et du jour où elle a considéré que le lien qu'elle avait créé était un lien inégal et inacceptable parce que la donne avait changé, alors elle les a quittés. Et on lui a dit « Haha, tu tiendras pas le coup ». Elle a tenu le coup, elle a tout perdu ce qu'elle avait et tout reconstruit avec le mouvement insoumis. Des gens comme ça, c'est des diamants. Quand vous les avez, vous les gardez. Ils mentent pas, ils trichent pas, ils abandonnent pas le combat en cours de route. Alors, mesdames, messieurs, il est clair que ce soir, on a une situation un peu hors du commun, et que vous attendez sans doute de moi des éclairages que je vais vous donner pour un peu arriver à nous situer dans ce que nous sommes en train de vivre. La guerre qui a commencé entre les États-Unis d'Amérique, l'État d'Israël et l'État iranien change complètement toutes les données dont nous disposions. Mais elle ne surgit pas du néant. Elle est le résultat de nombreuses causes qui ont travaillé pendant des années, toute la région, et singulièrement de la grande crise de domination qui est celle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique font une démonstration de force, c'est absolument certain, militaire. Mais les États-Unis d'Amérique sont faibles politiquement et encore plus faibles économiquement. Et ils sont faibles politiquement parce qu'ils sont faibles économiquement. Et ils sont faibles économiquement parce qu'ils ont délégué au reste du monde le soin de fournir la marchandise à bon marché qui se gagnait en exploitant les enfants, en exploitant la nature sans contrepartie, etc. Et que ça s'est arrêté parce que, à leur surprise d'ignorants, les Chinois sont un peuple millénaire, capable et l'inventeur des principales choses dont nous disposons aujourd'hui, parce que souvent nous ne le savons pas, mais ils ont à peu près tout inventé, l'imprimerie, la poudre, l'agriculture organisée, et même l'ENA, puisque eux, ils ont inventé le concours du mandarin 2000 ans avant nous. Hein. Donc, vous voyez, et donc, ce grand peuple qui s'était libéré de l'épouvantable agression japonaise, qui est d'une sauvagerie à côté de laquelle les Allemands faisaient presque figure de bienveillants, et qui se sont libérés, qui ensuite ont libéré la Chine elle-même, non seulement du féodalisme, mais aussi du capitalisme, en le faisant en tâtonnant, puisque c'était un pays qui n'avait que peu d'infrastructures industrielles. Ce pays a surgi et il est devenu la première puissance économique réelle du monde, celle qui produit les choses dont nous nous servons. Et la loi économique suprême est qu'on échange des réalités et qu'on ne mange pas
des contrats d'assurance, ni des contrats de taux de change, d'échange de monnaie. Or, c'est la principale activité des États-Unis d'Amérique. Ils ont donc, en toute hypothèse, perdu la guerre économique. C'est pourquoi eux-mêmes avaient dit « Nous savons qu'il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. » Vous comprenez, la phrase veut dire « C'est pas la peine qu'on essaye de lutter avec eux sur le plan de la qualité des objets, de leur nombre et de leur prix. » Ils ont gagné. Par conséquent, quand vous dites une phrase comme ça, la suite logique, c'est s'il n'y a plus de solution de marché, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait, hein? Eh bien, c'est la guerre. Parce que, comme nous le savons, dans le mouvement qui est le nôtre, en tout cas le mien, le mouvement qu'on a appelé autrefois le mouvement ouvrier, celui qui, à la suite de l'apparition de la classe ouvrière dans la naissance du capitalisme en Europe, pour nous, c'est 1820, 1830 que ça commence, hein. Eh bien, nous avions imaginé, nous avons eu nos penseurs, nous avons eu nos partis, nous avons eu nos militants, qui nous ont permis de comprendre pourquoi ce système tombait en crise régulièrement. Comme, bon, là, si par exemple vous ne branchez pas votre téléphone ce soir, il n'y a aucune chance que demain matin il fonctionne, hein. Bon, bah là c'est pareil, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment quelque chose d'aussi performant peut aboutir à une crise tous les 10 ans ou tous les 20 ans? Autrefois c'était tous les 20-30 ans, aujourd'hui c'est tous les 10-12 ans. Et cette contradiction nécessite qu'il y ait un système politique qui maintient l'ordre pendant les crises et qui permet au système, quand il a tout détruit, de se reconstruire. Voilà en gros, hein, et pour résumer. Si bien que nous savons, nous, que ces crises arrivent, qu'elles sont multiples, qu'à chaque fois, ce sont des crises économiques qui deviennent des crises politiques, et ces crises politiques débouchent sur des guerres et débouchent sur des convulsions dans les sociétés. Nous sommes au début d'un de ces processus. Au début, ça fait un moment que c'est le début. Mais là, nous sommes dans un moment où ça cristallise. J'ai écouté par distraction, c'était pas très distrayant, les infos en continu, et ils étaient là, bon, il faut bien qu'ils meublent, alors ça parle, ça dit une chose, puis le contraire, puis une autre, enfin bref, ça occupe. Et il y a un côté un peu fascinant. On appelle ça les stratégies de l'attention. C'est-à-dire, il se passe toujours quelque chose, donc vous êtes là, vous suivez. Et même les animateurs sur les plateaux, c'est pas toujours vraiment des journalistes, ils terminent toutes les phrases comme dans un souffle. Et que va-t-il se passer? Non. Alors, quoi, voilà, bref. Et ils discutaient de savoir si c'était M. Netanyahou ou M. Trump qui avait déclenché la guerre. Et à certaines heures, ils disent que c'est M. Netanyahou qui a tordu le bras de M. Trump. Et à d'autres heures, on voit M. Trump raconter des choses comme toujours extrêmement confuses, mais dont on retire l'impression que c'est lui qui dirige les opérations. Eh bien, moi, je pense que les deux avaient, pour des raisons spécifiques, des causes communes d'entrer en guerre. Et quand je dis des causes spécifiques, c'est très matériel, très concret. Pour M. Netanyahou, éliminer un adversaire, et donc un adversaire très puissant, et donc se garantir la domination sur la région. Toute la région. Pas seulement le petit endroit où il se trouve, toute la région. Tous les pays qu'il y a là, ayant en vue et en destination l'Afrique tout entière. Car le continent du XXIe siècle, ça va être l'Afrique. Parce que c'est la population la plus nombreuse, la plus dynamique, où il y a le plus de jeunes, et que voulez-vous, la richesse d'une société, ça reste la jeunesse, parce que c'est elle qui sans cesse change la donne, fait, invente, imagine, rompt avec le passé sans trop de difficultés, parce que ça leur colle moins à la peau. Mais disons que tous, sinon, à partir d'un certain âge, on commence à avoir la nostalgie de notre jeunesse, et des fois, il arrive qu'on la confonde avec les circonstances de l'époque. Alors je en préfère pour dire tout de suite aux jeunes, ceux qui vous disent c'était mieux avant, je peux vous garantir que c'est pas vrai. Avant j'y étais, et franchement, bon, le monde que vous allez faire vous sera sans doute beaucoup plus intéressant, et moi j'en suis certain. Mais ces deux-là avaient des intérêts. J'ai dit pour l'un, la domination. Et pour l'autre, la domination aussi. Ce sont des combats pour la domination de gens qui sont en état de faiblesse. Les deux sont en état de faiblesse. Ils le sont à titre personnel. M. Trump comme M. Netanyahou ont des problèmes avec la justice de leur pays. Pour l'un, c'est déjà en route, M. Netanyahou. Pour l'autre, ça ne saurait tarder. Compte tenu de ses mauvaises fréquentations, je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais les deux ont un intérêt, et pour les États-Unis d'Amérique, je l'ai dit, c'est l'intérêt géopolitique. Le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique pour la Chine. Ce que préparent les États-Unis d'Amérique, c'est la guerre contre la Chine. Ils le font méthodiquement parce qu'ils ne peuvent pas gagner contre elle économiquement, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Pour y arriver, ils commencent par couper
les approvisionnements et toutes les routes qui permettent de sortir les marchandises de Chine pour les vendre aux États-Unis ou en Europe, ou, dans l'autre sens, d'y entrer. La coupure de la route par le détroit d'Ormuz, c'est une quantité considérable de pétrole qui n'arrivera pas à la Chine. Et en même temps, c'est une manière de couper la route aux marchandises qui viennent de la Chine. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous infliger une conférence géopolitique, mais il ne faut pas perdre de vue le sens général des événements si on veut en comprendre les épisodes, et les épisodes bizarres, des fois l'un avance, l'autre recule, etc. La guerre telle qu'elle est elle-même, personne ne peut savoir quand elle va s'arrêter, parce que ce qui était prévu, c'était qu'elle s'arrête au bout de 4 ou 5 jours, ce qui ne sera pas le cas. Il va se livrer une immense bataille pour le contrôle du détroit lui-même, c'est-à-dire l'endroit où passent les navires. Pour l'instant, les navires commerçants qui sortent, il n'y a plus grand monde qui fait sortir ces bateaux, mais les navires commerçants qui sortent sont immédiatement attaqués par l'Iran, et ceux qui rentrent sont empêchés par les États-Unis d'Amérique. Et le moment va venir où l'armada nord-américaine, avec son porte-avions, va s'avancer dans le détroit. Et à ce moment-là, ça sera naturellement terrible. J'en profite pour évoquer un aspect qu'on n'évoque jamais, c'est l'aspect aussi écologique de la guerre. Parce que tout navire qui est coulé égale autant de pétrole qui se déverse sur les côtes, en plus des morts et du reste. Mais la guerre, c'est aussi un désastre écologique, c'est pas seulement un désastre humain, et c'est aussi inéluctablement un désastre politique. Dans ces conditions, regardons d'abord comment notre pays, la France, réagit. Quand c'est des circonstances comme celle-là, il faut toujours faire très attention à la manière avec laquelle on parle. Parce que nous sommes astreints à une certaine solidarité avec notre propre patrie. Mais en même temps, ça ne nous transforme pas en petits soldats. Un coup de sifflet, on se met tous au garde à vous, pas question. Nous sommes une nation démocratique. Eh, je t'avais pas vu. Bonjour Jérôme. J'avais oublié. À ce là, c'est un dur, hein. C'est un bon député. Lève-toi qui te voit. C'est pas ta zone, là. Si, c'est ta zone. Non, c'est la sienne. Voilà. Il n'est pas très discipliné parce qu'il n'a pas signalé qu'il serait là, mais c'est un très bon député et un guerrier. Là, vous en avez 3, mon vieux, c'est du haut calibre, hein. Où j'en étais, moi, avec mes bêtises, là, à m'interrompre pour saluer mes copains. Il y en a plein qui vont être jaloux parce que je ne les ai pas salués un par un. Donc je vous disais, regardons ce que fait notre pays, faisons attention à comment nous parlons. Parce que nous sommes astreints à une certaine solidarité. Il ne s'agit pas de parler d'une manière qui donne une prise éventuelle à l'adversaire que nous pourrions avoir. Il ne faut pas donner à l'ennemi qui nous frapperait, ou qui nous frapperait de l'intérieur, une prise en disant, de toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils vont se disputer. À chaque fois que des gens ont fait des cellules d'attaque contre nous en France, ça a été leur pari fondamental, qu'on commence à se taper entre nous. C'est pourquoi, notamment quand il y a eu dans le passé des attentats, pour ma part, j'ai toujours, protesté contre le fait que c'était pas le moment de mettre en cause je ne sais quelle religion, parce que ça arrangeait les combines pourries de quelques-uns. Au contraire, c'est le moment où on doit tous serrer les coudes. Nous sommes Français tous, et par conséquent, l'ennemi n'a pas de prise. Mais en même temps, nous sommes des gens libres. Nous avons le droit de penser comme nous voulons et de critiquer. Si bien que dans ma manière de parler maintenant, je vous rattacherai les précautions oratoires que je prends à ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est au fond qu'il faut d'abord réfléchir. Le président de la République est intervenu. Tous les mots comptent dans une intervention de cette nature. De même que la veille, il faisait une intervention depuis l'île Longue. J'ai fait une première réaction sur le point qui nous importait le plus. La France décide toute seule de sa défense. Bon, toute seule, nous tout seuls. Voilà, point, on a des alliés, mais nous décidons tout seuls. C'est très important. Le reste, j'ai mis mes critiques d'une manière qui était organisée. À la fin de la semaine, nous aurons la totalité du document qui exprimera nos critiques sur ce qu'il a dit. Critiques sur le plan tactique, militaire, politique, évidemment en relation avec le développement de la société française. Mais là, quand il parle, il faut entendre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Quand vous parlez de la guerre, la première chose qu'il faut faire, si vous parlez comme un bon Français, c'est de dire « nous condamnons l'attaque qu'ont fait les États-Unis d'Amérique et Israël sur Iran ». Aussitôt, vous avez tout le monde qui vous saute à la gorge. Ah oui, mais les mollahs, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand on parle dans une telle situation, on demande pour les autres ce qu'on voudrait pour soi. Imaginez-vous que nous soyons attaqués
Et alors là-bas, aux États-Unis d'Amérique, ils disaient « Vous vous rendez compte, il y a une présidence insoumise en France, c'est tout des communistes, c'est insupportable, tiens, on va aller enlever la présidente ou le président, on va leur faire la guerre. Bah, » Qu'est-ce que vous diriez? Vous direz « Écoutez, vous nous aimez pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un droit et c'est le même pour tout le monde. » C'est difficile de faire comprendre cette idée. Mais vous ne pouvez pas avoir deux discours parce que c'est ça qu'on a combattu dans l'abominable génocide fait à Gaza. C'est qu'on a dit pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi là, Netanyahou a le droit de tuer tout le monde, on ne dit rien, on ne rompt même pas les accords commerciaux qu'on a avec son pays. Hein, et je vous signale au passage qu'il ne faut pas oublier d'aller signer la pétition qu'on est en train de faire. Il y a déjà 500 000 signatures. Quand on arrive à 1 million, ça obligera le Parlement européen à débattre de la rupture des accords avec M. Netanyahou, les accords commerciaux. Parce que la guerre n'est pas finie là-bas. Le massacre continue, le génocide continue. Et donc nous devons faire face à toute cette situation en même temps. Mais notre principal argument a été de dire le droit international n'est pas respecté, nous ne pouvons pas l'accepter, les crimes de guerre doivent être punis, tous les crimes de guerre, et en tout cas le crime de génocide. Bon, alors on ne peut pas dire une chose à un moment, et puis nous on ferait comme les autres. Comme ça ne nous arrange pas, pof, on change de discours, on change de règles, et au fond, pour dire quoi? Eh ben, c'est nous qui avons raison tout le temps. Non, ça, c'est pas possible. Si on veut une société mondiale pacifiée, il faut accepter des règles communes, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, et comme dans la vie d'un pays. La plupart d'entre nous ne sommes pas d'accord avec un tas de lois qui s'appliquent dans notre pays. Mais pour autant, on les respecte. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Sinon, ben, ça devient la sauvagerie à l'état pur. La loi du plus fort. Le pire pour une société humaine, c'est le règne de la loi du plus fort. On va en reparler dans un instant. Donc, il manque quelque chose dans le discours de M. Macron quand il commence. C'est de dire « Je condamne, la France condamne l'intervention militaire pour envahir l'Iran. La France condamne l'intervention militaire pour envahir le Liban. Nous ne pouvons pas accepter. » Et encore moins l'argument qui pour faire en quelque sorte, vous savez, un peu gentil, ils disent bon, ben, nous allons créer une zone tampon. Ben non, ça s'appelle une invasion, une annexion, ça. Imaginez-vous que nous, les Français, on dit écoutez, on n'est pas très tranquille, on a été envahis 4 fois, on va faire une petite zone tampon avec les voisins. Tout le monde dirait mais ça va pas, non? Ben, évidemment que ça n'irait pas bien clair si c'était ça qu'on faisait. C'est des règles qu'on préfère, des règles communes. Donc il manque cette phrase. Et puis il y en a une deuxième. Il a dit on ne peut pas approuver. Non, pardon, on dit on condamne. Mais si vous voulez dire ça avec 2 négations, c'est votre affaire, mais nous, on n'accepte pas. On veut dire, on condamne, on n'est pas d'accord. Et le deuxième mot qui manque, essentiel, si vous n'êtes pas d'accord, alors il y a une revendication immédiate. Cessez le feu immédiat. Il faut arrêter tout de suite la tuerie. On n'est pas dans un jeu vidéo. Il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir, qui vivent sous les bombes, qui sont ensuite enfouis sous les immeubles qui ont été frappés. C'est une guerre vraie, réelle, avec des gens qui meurent. Et des gens à qui on ne doit pas demander un par un, avec qui ils sont d'accord ou pas d'accord. Mais qui ont pu croire que parce qu'ils vivaient en société, parce qu'ils ont un État, parce qu'ils ont une organisation, ils sont protégés par ces lois. Nous tous, nous vivons avec le sentiment d'être protégés par les lois. Des fois, c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt les lois qui nous menacent. Mais bon, mais pour l'essentiel, hein, on va pas non plus en rajouter. Pour l'essentiel, on compte là-dessus. La loi, le droit, ce ne sont pas des choses abstraites. Alors, c'est la mauvaise loi ou la bonne loi. La loi est votée, nous sommes un pays libre. Aussi longtemps que nous le voulons, nous pouvons être contre la loi, mais nous la respectons. On est contre la loi, bon, on fait tout pour la changer. Ben, par exemple, là, on est contre cette présidence, on est contre sa manière de nier le résultat des élections, et ben, on est pour que le président Macron s'en aille. Voilà, point, ça c'est facile à comprendre par tout le monde. Mais nous respectons le cadre, sinon on sort tous d'ici avec des bâtons. Hein. Pourquoi faire? On se demande bien. Voilà. Donc il manque le mot cessez le feu. Immédiat. Et les autres aspects de son intervention d'hier, bon, ce sont que des points d'interrogation. Parce qu'il dit, nous allons envoyer sur site le Charles de Gaulle. Ouais, très bien, où? Et pourquoi faire? Le Charles de Gaulle, c'est un magnifique outil, qui est vraiment, je veux dire du point de vue technique, hein, magnifique. Et puis là-dedans, il y a 30 Rafales. Rafales marines, c'est des avions assez spéciaux qui doivent se poser sur un pont extrêmement court et sans parachute. Donc c'est un outil techniquement très avancé, d'une immense efficacité. Les Français savent les faire, tout seuls. Nous sommes un des 4 ou 5 pays du monde qui sait faire un avion de cette nature. C'est pas rien.
Parce que nous sommes, nous tous, ici, dans cette salle, à la fois des pacifistes, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de la guerre, c'est bien pourquoi je suis en train d'en faire la démonstration, mais en même temps, nous voulons défendre notre pays s'il était attaqué. Mais que va faire le porte-avions Charles de Gaulle? Il va assumer quelle mission? On nous a dit strictement défensive. Ça ne nous rassure pas, parce que les endroits où on va, la différence entre défensive et offensive, souvent c'est compliqué. Hein, c'est comme les batailles de rue, pour empêcher les fascistes d'avancer. Vous avez tous vu que des fois ça donne des résultats préoccupants. Donc, là, nous sommes dans cette situation. Que va faire le Charles de Gaulle? On a le droit de le savoir. Je ne dis pas qu'on nous dise la route qu'il va prendre et le reste. Figurez-vous que les autres le savent. Hein. Il n'y a que nous qui ne savons pas. Parce que les moyens d'observation et d'espionnage de toutes sortes font que tout ça est connu des belligérants. Premièrement. Deuxièmement, on dit nous allons respecter nos accords militaires. Bon. Alors, écoutez-moi. Nous sommes candidats, le pays, à la direction du pays en 2027. Nous, dès qu'on arrive au pouvoir, la première chose qu'on va demander, c'est que tout le monde respecte les accords. Nous sommes des garants du droit international. On changera des accords, évidemment. D'ailleurs, on n'aura pas le choix, vu la situation dont on va hériter. On devra changer des accords. Mais on ne peut pas dire, à partir du moment où nous arrivons, il n'y a aucun accord international qui vaut, parce que c'est nous. C'est une difficulté, je ne vous dis pas que ce que je suis en train de vous expliquer est simple. C'est difficile de gouverner dans ces conditions. Donc nous avons des accords de défense. Mais le problème que ça nous pose, et que ça pose aux parlementaires que vous avez devant vous qui sont ici, c'est que personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et ça fait des années que ça dure. Et que je te signe un accord ici, et que je te signe un accord là-bas, on ouvre une base dans les Émirats. Nous, les Français, on a une base. Qu'est-ce qu'on fait là? Quand est-ce qu'on a décidé ça? Pourquoi faire? Alors, il y en a qui ont appelé ça la diplomatie du carnet de chèques. On arrive, on met nos avions, notre base, on en vend beaucoup d'avions, et ainsi de suite. Et puis nous voilà embringués dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Je ne dis pas ça pour dire du mal des intéressés. Nous avons des accords. Mais vous voyez bien qu'on se retrouve pris dans un engrenage qui ne peut pas être le nôtre. Supposons que la guerre dégénère. Vraiment. Par exemple, que la base où nous sommes soit frappée. Qu'est-ce qu'on fait? La réplique, normalement, si vous êtes un État souverain et maître de lui-même, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous tape. Dire personne n'accepterait que quelqu'un nous bombarde Nice ou Marseille, d'accord? On est tous d'accord. Ben oui, mais problème. Pourquoi? Parce que c'est le territoire national, ça c'est simple jusque-là. Mais quand vous avez un accord avec un autre pays, vous ne pouvez pas dire tout d'un coup à ce pays en question, écoutez, on a changé d'avis, maintenant que vous êtes en guerre, nous, l'accord, on s'en fout. C'est pas possible. Donc c'est une difficulté. C'est pourquoi quand il a dit « nous allons assurer, au moins pour nos accords », il n'est pas possible pour nous, Français, et pour nous, de dire non. On dit « nous ne voulons pas de la guerre. Nous voulons un dispositif strictement défensif. S'il mord le trait, nous serons les premiers à dire non. » D'accord? Mais tant que c'est pas fait, on commence pas. On a prévenu, on dit, on analyse, on explique. C'est comme dans la vie, pas à pas. À chaque jour suffit sa peine. Premier temps, nous sommes contre la guerre. Est-ce que tout le monde comprend? On explique aux uns et aux autres pourquoi on est contre la guerre. Pourquoi on respectera le droit international, même si tel ou tel gouvernement ne nous plaît pas. Et on voit ensuite, le dispositif se déploie, voyons comment. Quand le dispositif entre en action, on juge sur des actes, pas sur des procès d'intention. Si on fait des procès d'intention, on va donner l'impression d'un peuple divisé, ce qui favorise les manœuvres contre nous, et aide l'ennemi à vouloir frapper ici ou là. Voilà comment nous allons avancer sur la ligne, parce que nous avons les objectifs que nous proposons aux Français, dont l'objectif central est « à bas la guerre ». Parce que la guerre, ils l'ont voulu, elle est le résultat d'une série d'événements, mais ils l'ont voulu pour rectifier les frontières en faveur des plus forts et pour les changer. Ils l'ont voulu parce que c'est comme ça qu'ils relancent une économie capitaliste qui est à bout de souffle et qui n'arrive plus à tourner. La guerre n'est pas une conséquence imprévue, ils la voulaient. Ils ont besoin de la guerre pour faire tourner le système. Ils la voulaient ensuite pour enrégimenter les indociles. Quand vous êtes en état de guerre, vous voyez bien, sauf si vous êtes un irresponsable, que vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et puis si vous êtes enrôlé, à partir du moment où vos gamins partent au front, c'est terminé. Vous êtes d'une manière ou d'une autre imbriqué dans la guerre elle-même. Hein, voilà. Non seulement il y aura des morts, mais vous êtes imbriqué. Donc il faut agir avec intelligence, avec discernement, pas à pas, et à chaque fois à l'endroit où le problème peut être réglé. Là, aujourd'hui, nous avons
si nous dirigions la France, nous ferions quelque chose. Nous créerions un front du refus. C'est-à-dire de gens qui disent, non seulement nous condamnons cette guerre, mais vous allez l'arrêter tout de suite parce que c'est nous qui allons voter des sanctions contre vous. Là, c'est l'inverse. C'est Trump qui peut menacer le président du Conseil espagnol, M. Sanchez, en disant « puisque vous ne voulez pas que nos avions se posent chez vous, il est courageux, eh ben vous n'aurez pas de commerce. » La première chose à faire, c'est de dire à M. Sanchez « on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas le sujet. Mais s'il met en application ces menaces, nous vous soutiendrons. Nous organiserons ce qu'il faut pour que vous ayez toujours accès à tout ce dont vous avez besoin. » Premièrement. Deuxièmement, et ça, pour le coup, les grands donneurs de leçons européennes qui rêvent d'une guerre avec la Russie, on ne les entend pas beaucoup. Hein. Tout d'un coup, ça leur pose un problème, apparemment. Bref, deuxième aspect de cette affaire, c'est le fait que... Attendez que je m'y retrouve, parce que je vous ai dit le front du refus. Ce front du refus, il doit pouvoir prendre des sanctions, et il doit pouvoir se déployer dans le monde en disant non. Nous avons la possibilité, nous les Français, en tant que membres du Conseil de sécurité, de demander sa convocation. Ce qui fait qu'à tout moment, en présidant le pays, on peut convoquer le Conseil de sécurité, mais pas pour faire du blabla ou pour, comme vous avez vu ce numéro avec l'épouse de M. Trump. Bon, après tout, peut-être que c'est une grande diplomate, mais c'est assez inhabituel. Comme ce monsieur n'est pas l'empereur du monde, contrairement à ce qu'il a l'air de croire. Hein. Bon. Il y a eu dans l'histoire des femmes qui comptaient autant. Par exemple, l'empereur Auguste, c'est le premier qu'il y a eu, après César. Les sénateurs ont fini par lui dire un jour, c'est pas toi qui commande, c'est ta femme. Et lui, sans perdre son sang-froid, il leur a dit, et alors, vous m'avez dit que tout était bien. Alors, bon, c'était eux qui avaient l'air d'imbéciles. Mais nous avons la possibilité de convoquer le Conseil de sécurité et de préparer des majorités. Parce qu'il faut, ce que vous devez savoir, c'est que dans les derniers votes, si on compte en nombre de voix, on les perdait beaucoup. Mais si vous comptez en population représentée, c'est écrasant contre l'Empire. Par exemple, quand on vote pour desserrer l'étau autour de Cuba, eh bien, mes chers amis, à chaque fois, il reste 2 voix pour fermer le blocus de Cuba. 2 voix, point final, 3 des fois, c'est tout. Tous les autres pays disent on n'est pas d'accord. Et j'aime mieux vous dire que c'est pas des communistes, hein, les autres, hein. Mais ils font ce que je viens de vous dire. Ils disent, attendez, si vous leur faites à eux, vous allez nous le faire à nous. Mais ils ont raison de le penser. Parce que Trump, il fait ça puisqu'on le laisse faire. C'est exactement comme Netanyahou. Ne rien dire sur le crime, bah, l'autre il continue son crime. Vous savez, il y a une grande formule, hein. Celui qui est venu jusqu'ici, c'est pour aller plus loin. C'est pas la peine de rêver, de se dire il va s'arrêter. Non, il s'arrête pas tant que vous l'arrêtez pas. Trump ne s'arrêtera pas dans sa préparation de la guerre contre la Chine tant qu'on ne l'aura pas arrêté. Monsieur Netanyahou n'arrêtera pas d'appliquer un plan géopolitique dans la région qui est très clair, très net, qui a été donné dès le début, tant qu'on ne l'aura pas arrêté. Alors, ça c'est la situation directe de la guerre. Le mot d'ordre central, c'est le cessez-le-feu. Nous venons de faire un appel, nous autres les insoumis, pour qu'on constitue un comité mondial de partis, d'organisations, évidemment sous l'autorité de ceux d'entre nous qui seraient les mieux placés pour le faire. Je prends un exemple. Le président de la Colombie serait la personne parfaite pour animer un tel comité. C'est un homme de gauche, il est courageux, il a fait face aux États-Unis d'Amérique, il est dans un pays où il y a 7 bases américaines. Hein. Il lui tient tête. Bon, par exemple, lui, et c'est un militant politique, c'est un ancien guerriero, donc il a tout ce qu'il faut pour nous plaire. Et donc, voilà, ça pourrait se faire, on peut le faire. Donc, si nous dirigeons la France, si nous la dirigeons, un front du refus des nations. Puisque nous ne dirigeons pas la France, alors c'est l'heure des peuples qu'ils interviennent, qu'ils s'expriment. C'est très important que les peuples s'expriment à travers nous. Dans le monde entier, nous sommes célèbres, nous autres les Français. Et vous autres qui votez, on m'a dit, en des proportions, il paraît que c'est moi le président de Bondy, au premier tour. D'accord ? Alors, donc, nous sommes en charge du travail de conscience. J'insiste là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vous dirai un petit mot municipal et guerre. Quel rapport ça, monsieur Mélenchon? Vous venez, on parle des municipales. Ne me racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas venus tous au nombre-là juste pour entendre parler de municipal. Parce que si vous êtes d'accord avec mes maîtres, ce que j'espère bien, c'est précisément parce qu'il y a de la politique dans votre tête et que vous comprenez la vie. Ça, j'en suis certain. Mais la conscience, la raison. Le dernier éditorial du grand Jean Jaurès, qui est le fondateur
de la gauche française. Hein. Le dernier éditorial qu'il a écrit, avant qu'on l'assassine, c'est un éditorial qui est, bon, c'est à la guerre a lieu le lendemain, quoi, hein, ou 2 jours après. C'est le 31 juillet. Et vous imaginez ce que c'est qu'un pays qui entre en guerre. Là-bas, à la gare de l'Est, vous avez des milliers de types qui sont là pour monter dans les trains et qui vont partir à une boucherie incroyable. La première année, on a perdu, je crois, quelque chose comme 40 ou 50% des sous-officiers, un truc terrible. Hein. Je vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est sordide. Mais bon, et vous êtes là-dedans, et lui, avec l'équipe, il continue à penser. Et son dernier édito, c'est pour dire, faites confiance à la raison. Ne vous laissez pas emporter par le délire de la guerre. Les mouvements d'épaule, les mouvements de menton, parce que tout ça ne mène qu'à une tuerie. Il n'est question que de ça, de tuer des gens, de rien d'autre. Et c'est ça qui, à chaque fois, la guerre peut emporter. Donc l'important pour nous, c'est sans affoler les gens, de les aider à réfléchir. Et pour qu'ils réfléchissent, il faut d'abord qu'ils comprennent bien. J'ai donné quelques arguments. Vous les retrouverez sur nos médias, vous les utiliserez. Vous-même, bon, vous avez votre propre culture politique. Vous ne m'avez pas attendu pour avoir une idée sur la guerre. Mais c'est le moment qui compte. Le moment où on est, comment on explique les choses. Et ça a un rapport avec ce qu'on peut faire en matière de communalisme. Vous savez que nous sommes les partisans du communalisme. Alors il y a plusieurs écoles, peu importe, c'est pas le moment ce soir, de communalisme. Mais nous, l'idée c'est, nous allons tout changer dans ce pays. Mais nous sommes une organisation révolutionnaire démocratique. C'est-à-dire que nous croyons, il y a des copains qui disent que je rêve, hein, et qu'on rêve tous, qu'on va y arriver par la voie des urnes. Ben, on va y arriver par la voie des urnes et par la démocratie. Et notre but, c'est de tout changer de cette façon-là, et nous avons la perspective d'une constituante, où on change les règles du jeu du pays par une assemblée qui en débat. Eh bien, cette démocratie, il faut qu'elle s'appuie sur une cellule de base. Nous pensons que c'est pas en faisant des soviets d'usine qu'on va y arriver. On pense que c'est quelque chose qui doit rassembler le peuple, c'est-à-dire non seulement les salariés, mais aussi les retraités, les jeunes en formation, les gens qui de toute façon ne pourront pas travailler en raison de telle ou telle misère ou d'accident de santé. Parce que 90% d'entre nous, dans ce peuple, nous sommes astreints aux mêmes dépendances matérielles avec les réseaux. Vous avez tous besoin d'électricité, vous avez tous besoin d'eau froide, d'eau chaude, vous avez tous besoin d'avoir au moins un magasin où aller faire vos courses, et si possible que ce soit pas trop pourri, parce que sinon c'est pas sur votre balcon que vous allez planter ce que vous allez manger. Donc c'est fini la période où les gens pouvaient avoir une petite autonomie. C'était le cas il y a 2-3 générations. Hein. Bon, Marx, parlant de la France, disait que les Français, qui étaient majoritairement paysans, avaient plus de liens et de relations avec la nature qu'entre êtres humains. C'est-à-dire que, alors il nous compare à un sac de patates, c'est vous dire. Il dit alors on est là comme des patates dans le sac. Bon. Qu'est-ce que ça peut faire une commune qui aide? C'est pour ça que je vous ai parlé de raison. Une commune qui aide, c'est par exemple une commune où au conseil municipal, on peut voter des motions pour la paix en expliquant. Et après, on dit aux gens, et c'est dans le bulletin municipal. Et les braves gens, ils sont toujours disponibles pour essayer de comprendre. Et si, bon, c'est pas toujours facile, alors on demande à la grande fille ou au grand-fils. Bon, déjà, on peut faire ça. Ensuite, il y a le système des jumelages. Là, on passe du papier aux relations personnelles. Quand on fait un jumelage, on donne de la force à ceux qui sont jumelés avec soi, et soi-même, on prend de la force d'eux. Et puis, on commence à s'y intéresser. Alors, t'es là, toi, t'arrives, tu vas marquer sur le truc de ta ville, jumelé avec la ville de je sais pas quoi. Ils sont où, ceux-là? Tu commences à regarder, tu te renseignes un peu. Bon, pareil. On en parle à l'école, parce que des fois, il se passe des choses, des fois, il y a des fêtes de jumelage. Et on crée des liens humains comme ça. Comment voulez-vous faire autrement? Hein, on fait comme ça, on crée du lien humain. Ensuite, il y a une idée qui est très importante. C'est quand vous dites que votre commune est une ville refuge. Une ville refuge, ça veut dire que vous accueillez les victimes des dérèglements politiques. J'ai vécu et j'ai été élu pendant longtemps de la commune de Massy, dans l'Essonne. Eh bien, nous avions un foyer de la CIMAD. Dans ce foyer de la CIMAD arrivaient tous les réfugiés politiques d'Amérique latine qui devaient leur survie et la capacité d'être accueillis. Ça a changé ma vie, ça a changé la leur, évidemment, puisqu'elle a été sauvée et qu'ils ont réussi comme ça, vous voyez, à se remettre sur deux pattes, hein, parce qu'il leur était arrivé des trucs terribles. Et je suis sûr que ce que je suis en train de dire parle à quelques-uns dans la salle, de savoir ce que c'est quand on a été arraché à un endroit et qu'on arrive dans un autre, pour de la politique, c'est-à-dire qu'on a mis sa vie en danger, de se sentir un peu respecté pour ça.
et aimer. Et à partir de là, un peu d'amour, un peu de respect, zoom, ça repart. Enfin, je vous dirais que, sans vouloir vous faire peur, il y a un intérêt à ce que les communes tirent la leçon de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Quelle leçon? C'est le manque. Quand les routes sont coupées, la marchandise n'arrive plus. Il manque toujours quelque chose. Vous pouvez toujours replanter des asperges, après il faut quelqu'un pour aller les chercher. Ah, on ne peut plus rouler. Une fois que vous en avez quand même trouvé, vous les mettez dans le camion, il n'y a pas d'essence. Le camion trouve de l'essence, il arrive à l'usine, zut, il n'y a plus de bocaux. Une fois que vous avez les bocaux, il n'y a pas la machine pour faire tourner l'imprimante. Autrement dit, nous sommes dépendants d'un réseau. Donc, si vous voulez organiser une autodéfense civile sérieuse, il faut savoir, tranquillement, savoir faire des stocks stratégiques. Mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on n'est pas raisonnable. Surtout en région parisienne, où le danger en cas de conflit est plus grand qu'ailleurs, puisque nous bénéficions d'une centrale nucléaire à nos gens, et qu'un coup, et jusqu'à 80 km autour, c'est plus vivable. Je préfère vous dire les choses. Pendant des années, je savais tout ça déjà, et je me disais, je ne vais pas dire ça aux gens, je ne vais pas leur faire peur. Mon intention n'est pas de faire peur, c'est de faire réfléchir. C'est de faire réfléchir et de bien comprendre que quand le président décide, sans rien demander à personne, sans faire voter, sans faire discuter, une loi de développement des moyens de production de l'énergie qui prévoit 14 centrales nucléaires de plus sur un modèle qui ne marche pas, alors il y a un grand problème. Nous devons impérativement passer à autre chose. Et toi, Mehmet, avec ton équipe, il faut que vous réfléchissiez à comment vous allez faire pour que toutes les surfaces utiles de la ville soient couvertes de panneaux solaires, de moyens qui vous permettent de produire l'énergie minimum dont vous pouvez avoir besoin. Et vous saurez à ce moment-là à combien, où vous en êtes, combien il vous en faut encore. Des fois, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Vous devez vous organiser en pouvoir local pour être, un, conscient du monde dans lequel vous vivez, deux, être prêt à affronter des situations qui soient des situations de sécurité civile. Ne comptez que sur vous-même. Le reste, on verra, l'État s'en occupe. Mais comptez sur vous-même. Voilà comment doivent se comporter des gens rationnels. Des gens qui ne se laissent pas emporter comme un troupeau, qui a peur et qui ne sait plus quoi faire. Comme c'est souvent le cas quand on n'a pensé à rien avant qu'un événement douloureux ne survienne. Et ça, pourquoi? Parce que, je viens à mon point suivant, c'est que l'économie va être frappée. L'économie, je veux dire la production ordinaire. Ils coupent les routes maritimes. 90% de ceux qui arrivent dans ce pays passent par la mer. 90%. De même que vos relations à tous sont déterminées par des câbles. Quand vous prenez votre téléphone, que vous avez sur vous, il y a 4000 applications qui dépendent de l'espace. Le jour où quelqu'un coupe le câble, quick, il n'y a plus rien. Vous voyez? C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Je fais ce que je peux pour vous rendre la chose, pour que vous compreniez bien l'importance des enjeux. Regardez bien les gens qui vous parlent et qui vous disent des choses. Demandez-vous, ils sauraient faire quelque chose? Ils sauraient comment attraper le problème? Est-ce qu'un jeune homme, sans culture, sans métier, sans famille, a une idée claire sur ce qu'il y a lieu de faire dans une situation pareille? Je pense au chef de l'extrême droite. Non, évidemment. Et je le dis sans le déprécier en tant qu'homme. Je ne suis pas en train de vous dire « il ne vaut rien en tant qu'homme », je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Ses idées ne me le rendent pas recommandable. Mais tel que je le vois, tel que je l'écoute, je me dis « il va faire n'importe quoi ». Ou plus exactement, il fera ce que des tas de gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, et qui seront autour lui diront de faire. Et ça, c'est le plus grave, parce que cela, vous ne les voyez pas. Donc, toutes ces mesures, elles aboutissent à cette idée que nous allons au-devant d'une situation sociale qui va être plus tendue. Pourquoi? Parce que par la force des choses, le pétrole, le gaz vont augmenter, c'est déjà parti. Mais le pétrole et le gaz, si c'est que pour mettre dans la voiture ou dans le chauffage, à la limite, j'ai envie de dire, bon, on se débrouille, mais non, mais c'est qu'il y en a dans tout. Dans tout ce qui est produit. Tantôt il y a du pétrole directement dedans, c'est du plastique, du machin, tantôt il y a du gaz, partout. Par conséquent, c'est pas deux produits qui vont être atteints par la coupure des routes commerciales, c'est la quasi-totalité des produits, et donc les prix vont changer. Et la dernière fois que nous avons eu ça, pendant la Covid, ils se sont remplis la panse.
les plus gros taux de profit ont été faits dans toutes les activités qui fonctionnent en réseau. Ils se sont remplis la panse. L'agroalimentaire qui prétendait qu'on manquait de ci, qu'on manquait de là, ça manquait de tout ça. Les prix ont décollé. Ils vont recommencer, mesdames, messieurs. Ces gens n'ont aucune patrie à part leur portefeuille, à part leur pognon. C'est tout ce qui les intéresse dans la vie. Et par conséquent, quand les affaires vont rouler, comme j'entendais à la télévision, quelqu'un qui dit « Ah non, on ne fait pas de politique, on s'adapte ». Ben, justement, c'est en vous adaptant que vous faites de la politique, parce qu'il dit ben, « Nous, ce qui compte, c'est qu'on maintienne les bénéfices, parce que c'est pour ça qu'on a été embauché. » Et bien voilà, voilà comment le monde est monde. Donc ils vont recommencer si la guerre dure trop longtemps, si les routes sont coupées, si on ne peut plus faire passer les bateaux, si les câbles sont coupés, etc., etc., etc. Dans ces conditions, les prix, et donc, vous n'allez pas être content. Alors ici, il n'y a que des gens raisonnables, mais il y a une limite aussi, hein. Alors des fois, paf, ça craque, parce que c'est trop, quoi. Comme par quel bout veux-tu attraper le problème? On est déjà à moitié noyé à la moitié du mois, quand c'est la moitié du mois, hein. Bon, alors, bon, ils vont faire quoi la prochaine fois? Ça va continuer comme ça, à s'envoler? Donc, vous réagirez comme des gens qui vont à un meeting et y consacrent une soirée, c'est-à-dire en réfléchissant, en calculant, en voyant comment on peut s'organiser. Voilà ce que vous ferez. Mais il y en a des tas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas réfléchi avant. Et tout d'un coup, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me crève au travail et j'ai droit à rien. Et pouf, ça part. Ça vous a donné une fois les gilets jaunes, on est en France ici, hein. C'est pas la Suisse, c'est pas des calmes. Et il n'y a personne, ni l'ancienne France, ni la nouvelle France, qui est si bien incarnée ici, pour être des gens sans culture politique. Moi, j'ai souvent dit ça. Ceux qui insultent les musulmans, ceux qui cherchent à tout prix la bagarre religieuse dans ce pays, ceux qui montrent du doigt les immigrés, il y a une chose qu'ils ne savent pas. C'est que toutes les familles qui sont ici, une génération avant, c'est pas comme les miens, c'est les pauvres diables qui arrivaient d'Andalousie, là. Il y a 2 générations. Ils comprenaient pas bien, quoi. C'était des braves gens, bien sûr, je ne vais pas dire du mal de mes anciens, hein. Ils sont partis avec le bourricot, les enfants qu'ils avaient, de la partie à la côte, quoi, hein. Il y a 2 générations. Mais tous les autres, non. Non, tous ceux qui sont là sont, et qui viennent de l'immigration, la 2e génération ou la 3e. Tout le monde est héritier d'une histoire familiale de lutte contre la colonisation, c'est-à-dire contre la domination des uns sur les autres. Ne prenez pas cette population pour des imbéciles. Tout le monde réfléchit là-dedans. Tout le monde a une histoire. Et tout le monde est français par cette histoire. Tout à l'heure, je parlais avec mes maîtres. Bon, on rigolait tous les deux parce qu'on fait des Français, pour certains, moins convaincants que d'autres. Hein, mais on l'est quand même, que ça leur plaise ou pas. Et on se sent. Et je lui dis, tu vois, ce qui a fait de moi un républicain, aussi ardent et comme ça, c'est que moi, j'épouse l'histoire de France, mais je choisis dedans. Il y a l'histoire scientifique, bon, c'est les historiens qui écrivent, il s'est passé ci, il s'est passé là, et puis vous avez 2 récits historiques. Les gens vous parlent des rois, de la tradition, oh comme c'était bien, cette pauvre Marie-Antoinette, d'accord, elle a acheté des députés, d'accord, elle avait demandé à son frère de nous envahir, d'accord, elle était pourrie jusqu'à la moelle, mais c'est la reine, c'est mignon. Et moi, ça, je peux rien faire avec ça, je ne suis pas concerné, j'y étais pas, ça me concerne pas. Par contre, lui, moi, vous, il y a un moment de l'histoire où on est dedans. Il y a un moment, c'est la révolution de 1789, quand on déclare l'égalité absolue. Il y a un autre moment où on est dedans, c'est la Commune de Paris. Il y a un autre moment où on est dedans, c'est la résistance contre les nazis. Pas la collaboration, la résistance. Quand on lutte contre Pétain. Là, moi, je suis 10 000, et lui comme moi, et vous tous. Ce à quoi on adhère pour faire une nation, c'est pas à autre chose qu'aux idées qu'on a en commun. Et ceux d'entre vous qui sont les enfants de ceux qui ont lutté contre la colonisation, y compris contre la colonisation française, peuvent être fiers de leurs ancêtres, car leurs ancêtres illustraient les valeurs françaises de la Révolution. Il n'y a pas de contradiction. J'ai dit un truc une fois, ça a fait hurler sur CNews. Il faut dire que CNews, rien que de me voir, ils commencent à hurler. Vous savez, je vais vous dire, hein, au moins ceux-là, ils ont la franchise de leurs opinions. D'accord ? Je ne peux pas les blairer, mais au moins ils mettent leur... Tandis qu'il y en a d'autres, c'est de purs hypocrites, qui font mine d'être objectifs, d'accord ? Vous allez voir dans un instant, ça va être leur fête. Alors, il y a un copain qui me dit, là je vous parle un ami, hein,
Vous savez qui je suis, d'où je viens et tout ça. Hein. Alors, j'ai un de mes copains, il dit, écoute, tout ça me va. Chanter la Marseillaise. J'en ai un autre là. Bon, bref, je lui dis, écoute, je comprends ce que tu veux me dire. Il me dit, c'est quand même sanglant. C'est quand même la guerre. Je lui dis, t'as raison, mais au moment où ils ont chanté ça, c'est un chant populaire. Le sang impur, vous savez qu'il y a dans la chanson, c'est le sang du peuple, parce que les nobles disaient, c'est du sang impur. Dire, on n'a pas peur, on va en mettre partout. D'une autre. Donc, ça va être votre fête. Alors, bon, je vois que, malgré tout, il y a une histoire et tout. Je lui dis, écoute, là, ils ont hurlé sur CNews. Je lui dis, écoute, t'as qu'à imaginer que t'es en train de chanter ça à Gaza. Sa figure a changé. Il a dit, ok, j'ai compris. Oui. La Marseillaise est un chant de liberté populaire qui va jusqu'au bout. Vous savez, notre drapeau rouge, vous savez d'où il vient? Quand les troupes royales allaient tirer sur la foule, ils sortaient le drapeau rouge pour dire « vous tirez dessus !» Et les autres leur disaient « Allez, voyons !» Et c'est devenu notre drapeau rouge. Puis après, ça a été le drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, parce que c'était des révolutions ouvrières. Nous sommes liés à cette histoire. Expliquez-la à vos enfants, pour qu'ils après, ils sont maîtres d'eux-mêmes, et chacun de nous fera bien ce qu'il veut, mais au moins qu'ils la connaissent, pour savoir à quoi on adhère, nous, on adhère à une certaine histoire de la France, parce que c'est cette France-là qu'on aime. L'autre, on n'aime pas. On n'aime pas ceux qui nous détestent. On n'aime pas ceux qui nous montrent du doigt à cause de notre religion. Alors on leur dit, c'est vous qui connaissez rien à la France. Parce que la France, elle s'est déjà tapé 2 siècles de guerre de religion. Vous voulez recommencer? Pourquoi faire? C'est quoi la fin de votre affaire? Eh bien, comme la dernière fois, à la fin, il faut trouver un moyen de vivre ensemble. On l'a trouvé, ça s'appelle la laïcité. Mais ce n'est pas un État athée, ni une obligation d'être athée. Voilà. On peut vivre facilement. L'islamophobie, la christianophobie, ou ce que vous voulez phobie, c'est un calcul politique de l'ennemi. C'est une stratégie. C'est pas une réalité qui vient des gens, au bout d'un moment, bien sûr. Quand ça leur est rentré dans le crâne, ils sont contaminés jusqu'au boyau. Et quelle est cette idéologie? C'est le suprémacisme. Retenez bien, sisme, pas tisme. Tisme, c'est une école d'art. Sisme, c'est un fait politique. En quoi ça consiste? Le suprémacisme, vous tous, vous dites comme moi, j'ai qu'à vous le dire. Nous sommes tous semblables. Nous sommes tous égaux en droit. Pouf, vous applaudissez. Eux, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont tout de suite commencé à dire, là, mais ça marche pas, votre histoire. Dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Il y a des grands, des petits, des hommes, des femmes, des costauds, des pas costauds, des très intelligents, des moins malins. Donc il n'y a pas d'égalité. Monsieur Mélenchon, vous voulez faire un État et une société fondée sur l'égalité, vous irez contre la nature. Donc vous serez un État violent. Voilà comment ils nous ont accueillis pendant 2 siècles. Pas 5 minutes, ni depuis la dernière fois. Ça fait 2 siècles que ça dure. Et la réponse depuis 2 siècles, c'est on sait bien. Mais l'égalité, c'est un horizon. Voilà, celui qu'à moi, il doit avoir ce qu'il lui faut. Celle qui ne peut pas, faut qu'elle puisse. Et ainsi de suite. C'est un objectif qu'on se donne pour vivre ensemble, pour pas être en compétition les uns avec les autres. Le suprémacisme, ça consiste à dire, il y en a qui ont des droits sur les autres. Et d'ailleurs, ils s'en foutent des autres. C'est même pas leur problème. Que chacun se débrouille, disait Madame Thatcher. Si quelqu'un travaille à son bonheur personnel et qu'il y arrive, la société, en général, s'améliorera. Elle avait eu une phrase terrible. Elle avait dit, la société n'existe pas. C'est encore mieux que tout, voilà. Et qui vous avez en face de vous? Le suprémacisme, c'est par exemple un monsieur Trump. On lui dit, monsieur Trump, quand même, il y a un droit international. Vous décidez pas tout seul les guerres. Vous décidez pas d'envahir le Groenland, le machin. Le droit international, le droit international, le droit international. Vous savez ce qu'il répond? Écoutez bien, parce que franchement, moi, quand j'ai lu ça, j'arrivais pas à y croire. Voilà ce qu'il répond. Ma seule limite, c'est ma propre moralité. Compte tenu de ses fréquentations, on a quand même quelques raisons d'en douter de sa moralité. Mon propre esprit, ah bon, il en a un. Bon, mon propre esprit, c'est la seule chose, dit-il, qui peut m'arrêter. Voilà. Et il termine, pour que vous ayez bien tous compris, que l'oncle Sam, c'est un tordu violent depuis le début de son histoire, qui ont commencé par massacrer les Indiens, et ensuite sont massacrés entre eux, et ensuite ont massacré les esclaves, et ensuite massacré ici, massacré là. Ça fait 200 ans que ça dure, un peu plus. Eh bien, il termine en disant, donc, ma seule limite, c'est ma propre moralité, mon propre esprit, c'est la seule chose qui peut m'arrêter, je n'ai pas besoin du droit international. Vous avez bien compris, les gens? Le président des États-Unis, de la première force militaire du monde, qui a déjà attaqué je ne sais combien de pays, dit « Je n'ai pas besoin du droit international ». Et d'ailleurs, il a créé un Conseil de la paix, ce qui signifie que l'ONU, il s'en fiche. C'est son Conseil de la paix qui décide et qui va
c'est son but. Former l'alliance mondiale dont il a besoin, pas seulement l'OTAN et les pays européens, l'alliance mondiale dont il a besoin pour attaquer la Chine. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, tout ça ensemble fait que nous allons au-devant d'événements mondiaux et d'événements nationaux. Je ne sais pas dans quel pays ça commencera, mais c'est certain que ça aura lieu. C'est alors qu'il vous faut bien comprendre l'importance d'avoir un mouvement comme la France insoumise. Parce que vous avez un point d'appui. Vous ne démarrez pas avec des gens qui, avant même d'avoir commencé, ont déjà renoncé à tout. Je ne veux nommer personne, mais vous avez tous compris. Vous avez besoin, c'est l'heure des caractères. Le mien, le leur, le vôtre. Parce que cette affaire ne peut pas marcher si vous n'y êtes pas. Tous autant que vous êtes, chacun à votre endroit précis. Qui a influencé 2, 3, 4, 5 personnes, qui passaient une parole claire, qui donnaient le sentiment de tenir bon. Dans la vie, vous avez vu ça, les plus anciens, 10 fois. Pour qu'il y ait une résistance, faut qu'il y ait un résistant ou une résistante. Il suffit des fois d'un seul ou d'une seule. Et à ce moment-là, comme disait l'autre, le feu prend à toute la plaine. Une seule étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Pour ça, il faut résister soi-même. Mais pour résister, il faut comprendre. C'est pourquoi le besoin de s'instruire continuellement, de suivre, pas se faire abrutir par des flots d'infos, comme je vois s'en déverser, mais avoir une grille de lecture qui permet de comprendre. La lutte centrale dans la société, c'est la lutte pour l'appropriation des richesses. Vous vivez pour autre chose. Chacun d'entre nous vit pour autre chose. Pour son bonheur, pour la réussite de sa famille, pour celle de ses enfants. Mais certains ne vivent que pour le profit. C'est leur but dans la vie, leur échelle de réussite. Nous savons bien, et eux-mêmes le savent, que c'est pas avec ça qu'on fait un bonheur personnel, une émancipation personnelle. Mais eux, c'est leur but. Nous, c'est forcément l'émancipation, et elle est forcément collective. Et une fois, j'ai eu une formule dont je suis assez content après tant d'années. J'ai dit, on ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. En tout cas, je sais que vous êtes fait de ce bois-là, et moi aussi. Je ne supporte pas de voir des gens, et vous non plus, réduits à la mendicité en France. Je ne supporte pas de savoir qu'il y a 1 million de pauvres de plus dans ce grand pays si riche qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Je ne supporte pas qu'il y ait tant de gens à la rue, qui n'ont aucun toit, à peine leurs mains à se mettre au-dessus de la tête, qu'il y ait des enfants qui ne mangent pas et qui sont à la rue. Je ne le supporte pas, vous non plus. C'est pour ça que vous êtes là. Pour rien d'autre. Parce que, voyez-vous, dans la lutte que nous avons engagée, et la lutte municipale fait partie, nous ne sommes pas à la chasse au poste. Nous sommes capables de renoncer à tout plutôt que de céder sur nos principes. C'est la phrase magnifique de Maximilien Robespierre quand on parle des colonies et de la production du sucre. Le lobby, à l'époque, du sucre dit « Alors, mais vous n'y pensez pas, on ne va pas supprimer l'esclavage. Si on supprime l'esclavage, les Anglais vont faire du sucre, meilleur marché que nous, il ne peut pas en être question. » Et ça commence à discuter. À un moment donné, Robespierre, qui avait du caractère aussi, dit « Écoutez, ça dure pas longtemps son intervention, elle est toute petite comme ça, il dit « Si vous écrivez une seule fois non libre dans un texte, tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. On ne peut pas être la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, avec des non libres officiels dans ses rangs. » Alors il leur dit « Alors dans ces conditions, périssent les colonies plutôt qu'un principe. » Vous m'entendez? Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Il voulait dire le système colonial. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous ne nous accrochons à rien d'autre qu'aux principes qui nous guident et nous conduisent dans l'action. Et on ne recule pas, sauf quand il faut et en bon ordre. Mais on ne recule pas. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de pagaille. C'est pourquoi souvent j'utilise le mot discipline. Alors vous vous dites, mais de quoi il parle? Qui c'est qui donne les ordres? Ben justement, il n'y en a pas. Ou des fois, il y en a. N'attendez pas la consigne. N'écoutez d'autres consignes que celles de votre conscience, de votre éducation personnelle, parce que c'est là qu'est toute la force, pas dans ce que je dis moi. Moi, ce que je fais, c'est que je vous encourage à être comme ça. Alors, moi, j'ai vu que le suprématisme, c'est ça, c'est l'homme domine la femme, l'être humain domine la nature, il y a toujours quelqu'un en train de dominer l'autre, et c'est toujours le résultat une pagaille noire. C'est-à-dire que c'est une pagaille parce qu'on détruit la nature, parce que les relations humaines sont détruites, parce que c'est l'exploitation, etc. C'est ça le suprémacisme. Et le suprémacisme, je vous ai dit, c'est une tactique. Ils vous la mettent à petite dose, tous les jours un petit peu pour vous rendre fou. Là, je vais juste vous lire quelques phrases. Parce que j'enrageais de voir tous ceux qui me font des leçons de morale parce que j'ai pas bien dit si, ou bon.
Où sont ces grandes voix, ces immenses consciences, quand tous les jours on insulte, du matin au soir, sur tant de médias, les croyants musulmans, ou les immigrés, ou, je ne fais pas la liste, mais on a fait une petite liste pour voir où ils sont à ce moment-là. Ça, c'est tous les jours. 29 septembre, Éric Zemmour à propos des mineurs étrangers. Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent. Février 2022, Ivan Ruffol, à propos du ghetto de Varsovie, il dit, c'est un lieu où étaient massacrés des milliers et des milliers de juifs, odieusement parqués là. C'était d'abord un lieu hygiéniste, ils ont dit ça à la télé. Vous avez entendu les grands cris? Non, 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 ça passe. 8 septembre 2023, Geoffroy Lejeune. Une des conséquences de l'immigration arabo-musulmane est le trafic de drogue et la surpopulation carcérale. Et celle-là, la mère de Roman, bien souvent des personnes qui ne sont pas, je vais dire entre guillemets, français de souche. Kézako, français de souche, oui, il y a un français de souche. Un Français sur 3 a un ancêtre étranger. Et en quoi c'est une catégorie français de souche, puisqu'on est tous destinés à un moment ou à un autre à avoir des enfants ensemble, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants, pour une raison contre laquelle personne ne peut rien. C'est que les gens s'aiment. Et ils ne se choisissent pas d'après le code de la nationalité. C'est plein d'autres raisons qui interviennent. Bon, alors voilà, elle dit français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées, bref, elle s'en prend aux musulmans. Vous avez entendu M. Retailleau, c'est votre mère. M. Retailleau, bah oui. J'ai marqué un nom sur mon papier, mais il est LR. Alors bon, il a honte de ses idées, je comprends. Donc il dit pas qu'il est LR. LR, c'est les Républicains. Alors il cache, il dit divers droite, tu vois. C'est comme moi, je serais divers Mélenchon. Alors lui, il est divers droite. Paquet confus, dans laquelle il y a toutes les variétés de réactionnaires qui sont là empilés, comme dans un cornet de frites. Bon, alors divers droite, une frite de droite, une frite d'extrême droite, une frite réactionnaire, une frite islamophobe. Voilà, c'est ça qu'ils sont. Alors il faut faire bref pour que tout le monde comprenne, parce qu'on ne va pas se prendre la tête avec la politique, c'est M. Retailleau. Si ce type repasse maire de cette commune, il signera pour que M. Retailleau soit candidat à la présidentielle. Et par conséquent, n'importe quel bulletin de vote, de qui que ce soit qui respecte la loi et la démocratie, si ici il va à ces gens-là, il va direct à M. Retailleau. C'est-à-dire à quelqu'un qui a dit qu'il y avait dans les banlieues, les nôtres, les quartiers populaires, je dis les nôtres, je n'y vis plus, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir de quoi je parle. Dans nos banlieues, qu'il y avait des gens qui faisaient des régressions ethniques. Ça veut dire, vous étiez juste civilisés et vous retournez à votre bestialité originelle. Mais ce type est tellement creux, c'est tellement un plouc, qui n'est jamais sorti de son coin, qu'il ignore que la régression ethnique, des fois, est un progrès par rapport à des gens comme lui. Parce que il y a des tas de pays où n'importe qui a plus de culture que ce type et de culture large. Vous savez, quand Notre-Dame a brûlé, moi, j'étais comme beaucoup de gens très ému. Et j'ai dit que Notre-Dame appartenait à nous tous. C'était le temple commun de tous les Français, parce que c'est là depuis la Sainte-Jaglin, et puis que c'est un exploit architectural, c'est un exploit artistique, etc. Et j'ai dit, les penseurs de cette époque ont profité du savoir qu'ils avaient ramené des musulmans et des croisades pour faire de la physique, parce qu'ils n'étaient pas au courant, faire des mathématiques, auxquelles ils ne connaissaient rien, et faire de la chimie, parce que pour faire des vitraux, il faut faire de la chimie. Mais eux, ils n'y connaissaient rien non plus. Donc, tous ceux qui régresseraient au niveau de Notre-Dame, il y a 8 siècles de ça, c'est un progrès par rapport à ceux qui savent même pas où sont leurs chaussettes le matin en se levant. Vous comprenez? Donc il ferait bien d'y réfléchir. Votre maire actuel, c'est ça. Je dis bien votre maire parce que c'est votre maire, on respecte la loi. Mais c'est pas celui qu'on veut voir. On veut voir Mehmet. Et on veut voir Mehmet parce que le moment est arrivé. Ça va, je vous saoule pas trop? Vous voyez, dans ce pays, il y a un candidat secret à la présidentielle. J'ai hâte qu'il se découvre. C'est le candidat qui lance les idées, qui accompagne leur cheminement, qui les matraque du matin au soir. C'est M. Bolloré. M. Bolloré possède des télés, des radios, des journaux, des maisons d'édition,
Et il est donc en état, quand il veut, comme il veut, quand il veut, de faire démarrer des débats. Et aujourd'hui, l'information se construit de cette manière-là. Les fachos passent tous sur les réseaux sociaux et mettent en avant un truc qu'ils inventent, qu'ils construisent. Ce récit monte, il passe dans la sphère, la bolorosphère, qui répète. Et ensuite, tous les autres disent « Ah bah, vous comprenez, il y a un problème, il est posé. » Exemple, à la marge du rassemblement, à la marge d'une conférence de Madame Rima Hassan, non, ce n'est pas à la marge, c'est 2 kilomètres plus loin, ou alors on est responsable de toute la ville à Lyon, blablabla. Bla, bla, bla. Et pendant 48 heures, ils ont monté, à partir de l'extrême droite, une cabale dans laquelle sont tombés des tas de gens qui ne réfléchissent pas dans les médias. Et qui ont commencé à nous donner les arguments pour prouver que c'était un complot, qu'il y avait eu une provocation. Ils montraient des images en plein jour. Il fait plus jour à l'heure à laquelle était arrivée Rima. Par conséquent, on voit bien que ça n'a rien à voir. Et ainsi de suite. Et depuis, le Canard enchaîné a reçu, parce qu'il y a ce qu'ils disent, ils montrent que c'est un traquenard, que la police était au courant, qu'elle n'a rien fait, parce qu'ils ne se sentaient pas en forme, peu importe, hein, et qu'ils sont arrivés, après que les pompiers soient arrivés, déjà eux-mêmes, 2 heures après, parce qu'enfin quelqu'un était là, qu'ils avaient été prévenus, les policiers, par téléphone, ils n'ont rien fait. D'accord ? Le journal L'Humanité a fini par révéler le fond de l'affaire. Le groupe qui s'appelle Némésis organise des provocations, certains se cachent, alors on dit, des amis venus assurer leur sûreté, mais pardon, la sûreté de quoi ? Ils viennent attaquer des réunions, ils organisent leur sûreté, c'est-à-dire l'agression, c'est bien ce qui s'est passé. La preuve a été faite par l'UMA. Le Canard enchaîné a montré que tout le monde était au courant, que la police n'a rien fait, le journal L'Humanité a montré que c'était un complot, que Némésis faisait exprès de provoquer des incidents pour que arrive leur milice. Et le journal Mediapart a fait la preuve, avant tout le monde, qu'il y avait un groupe qui attendait. Donc c'était un traquenard. Mais pendant des heures, pendant des jours, nous avons été accusés. C'est comme si quasiment c'était moi qui avais tué ce type. Ou n'importe quel insoumis. C'est une honte d'avoir fait ça. Mais pendant des heures, il n'y a pas de réplique. Et vous savez comme moi, dès que les chiens se mettent à aboyer partout, les premiers qui sauvent, qui c'est ? Les socialistes. Évidemment, leur réputation est en cause. Nous avons d'autres valeurs. Et là, par exemple, parce que j'ai posé la question Epstein pour une histoire de refus de la russification, vous avez vu l'histoire. Maintenant, ils disent les propos de M. Mélenchon. Mais lesquels ? De quoi vous parlez ? Quelle est la phrase que vous me reprochez ? Celle où je faisais l'apologie de Jean Moulin ? Celle où je défendais les Juifs de France qui ont été expulsés 11 fois sous l'Ancien Régime ? C'est ça que vous me reprochez, de quoi vous parlez. Vous n'avez même pas écouté mon discours. Et vous avez la meute qui aboie. Mélenchon, antisémite, bon, voilà. J'espère que vous n'avez pas cédé à ce terrorisme intellectuel. Mais je le sais parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Mais en attendant, ça pose un problème. Là, c'est nous, c'est rien, on s'en fout, on passera à l'affaire suivante. Hein. Bon, on mène la lutte et on a 2 choses à dire. 1. Nous, au pouvoir, nous démantèlerons les trusts de type Bolloré. Donc, monsieur Bolloré, puisque vous faites les idées et puisque vous avez à défendre votre propriété, soyez le candidat de toutes les droites à l'élection présidentielle. Parce que comme ça, on mettra un bulletin de vote informé. On n'aura pas des marionnettes dont personne ne sait au juste qu'ils vont dire le lendemain parce qu'ils attendent d'avoir lu votre journal pour savoir quelle est la ligne. On vous aura, vous. Et puis, eh bien, où vous gagnez, où c'est nous. Bon, dans tous les cas, nous, on espère que c'est nous, que ce soit vous ou un autre. Bon. Mais, il faut dissoudre les trusts de médias, parce que c'est très dangereux. Ils peuvent, par exemple, vous chauffer pendant 48 heures, du type « Nous avons été attaqués par l'Iran. » Que se passe-t-il ? En avant, aux armes. Bon, c'est terrible d'avoir un système informatif moutonnier qui passe d'une case à l'autre sans rien regarder, sans rien vérifier. Je ne dis pas que c'est le cas de tous. Mais vous comprenez que c'est un danger pour une démocratie qu'un mauvais niveau de l'information. L'autre jour, je vois Mathilde qui est à la télé et elle dit « Regardez, vous dites tous pareil ». Le type qui était là, j'ai cru qu'elle allait lui sauter dessus. Il lui dit « Mais enfin, il y a une liberté de la presse ». Ben évidemment, mais c'est pas le sujet. La liberté d'être tous d'accord, on vous la reconnaît, parce que vous la pratiquez. Mais il y a bien quelqu'un qui n'est pas d'accord, quand même. Et pourquoi c'est le même récit qui est débité comme ça du matin au soir? C'est ça le problème qu'on a. C'est pas qu'on est contre la presse, ça n'a pas de sens. Comment pourrait-on être contre la presse? C'est nous.
L'ultra-gauche, comme ils disent qu'ils l'avont inventé. Camille Desmoulins, Marat, tout ça, c'est la révolution. C'est eux qui inventent les journaux. C'est pas les nobles qui ont fabriqué des journaux, c'est pas le roi qui proposait qu'il y en ait. C'est nous. Alors, comprenez pourquoi nous, on aide les réseaux. Je fais une conférence de presse numérique, ils se mettent tous à hurler. Monsieur choisit les journalistes. C'est pas vrai. Vous avez vu, j'ai essayé de vous exciter pour dire, vous avez vu ce type? Déjà, il veut choisir les journalistes. Regardez, Venezuela. De l'air, s'il vous plaît. Bon, ben vous avez compris. C'est un danger. Il faut démanteler ça. Maintenant, c'est aussi les livres d'éducation. Mais dans quel pays on vit? Quel autre pays, peut-être l'Iran, fait comme nous? Où la même personne possède le droit d'informer, le droit de réciter, le droit d'éduquer. Alors bien sûr, c'est les programmes de l'État, mais moi, la Révolution, je vous le raconte de deux manières. Hein. La première, c'est Robespierre était un tyran abominable, etc., etc., et les autres étaient des gentils, et l'inverse. Vous comprenez? C'est très dangereux ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas vrai. Donc on a intérêt à aider à la liberté. Notre but, c'est la liberté. Mais pourquoi faire? Pour faire la pluralité. Nous ne voulons plus qu'on nous tienne la main pour réfléchir. Nous sommes tous et toutes assez grands pour ça. Donc il faut qu'il y ait divers points de vue pour qu'on les entende. Et pas un point de vue qui nous martèle. Et quand ce journaliste saute sur Mathilde pour dire « mais la liberté », il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Il défend sa corporation et le droit pour lui de parler conformément à ce pourquoi l'a payé celui qui l'a embauché. Et qu'ils n'essayent pas de nous faire croire autre chose. Alors il y a une diversité dans la presse française. Heureusement qu'il y a l'UMA, heureusement qu'il n'y arrive pas à faire la liste, parce que ceux qui ne seraient pas dedans, après, vont m'en vouloir. Donc, ce parti médiatique doit être démantelé. Je dis parti médiatique, c'est l'ensemble de ceux qui, le veuillent ou non, répètent la même chose, comme le ferait un parti. J'ai déjà dit 100 fois, l'extrême droite n'est pas entrée dans les maisons par le militantisme. Aujourd'hui, oui, parce qu'ils sont plus nombreux. Il est entré par la télé, il est entré par la radio, il est entré par tous ceux qui essayaient de faire peur à tout le monde en disant « votez pour une table, votez pour une chaise, votez pour une chèvre si vous voulez », mais pas pour le Front National. Si bien que, comme tout le monde est contre, beaucoup de gens en tout cas, sont pour l'égalité, contre le racisme et donc contre le Front National, eh ben, ils votaient. Et voilà comment on s'est retrouvé, je ne sais pas combien de fois, à être quasiment mis au pied du mur de devoir voter pour des gens qu'on détestait par ailleurs, et à quoi on ne croyait pas une seule seconde. Je reviens là-dessus. Vous avez besoin d'une force. Imaginez-vous là, ce soir, que vous êtes dans cette salle, imaginez-vous la France sans la France insoumise. Qu'est-ce qui vous reste? Vous allez faire confiance à qui pour mener le combat? À M. Faure? À M. Hollande? À Mme Tondelier? À qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez bien que nous avons tous impérativement besoin de la France insoumise. Elle n'est pas parfaite, tu parles d'une découverte. Montrez-moi quelque chose de parfait, ça n'existe pas. Je suis plein de défauts, ok, c'est entendu. Mais à mon âge, ça va, quoi. Vous pouvez me lâcher un peu. Occupez-vous de quelqu'un d'autre, allez embêter Madame Trouvé. Allez embêter Mehmet. Nadège, Jérôme, lâchez-moi, toi tu te laisseras pas faire, c'est ça que tu dis. Vous non plus, hein. Ils sont mal barrés avec vous. Donc c'était, alors j'ai dit, on démantèle. 2, je viens de vous montrer le risque avec l'extrême droite. C'est pourquoi nous demandons que l'association qui organise ces provocations, Némésis, soit dissoute. Parce que c'est eux qui organisent des provocations qui finissent mal. Et les associations féministes qui préparent le 8 mars ont demandé au ministre de l'Intérieur que l'organisation Némésis, dissoute ou pas, soit interdite de participer à la manifestation des organisations féministes. Vous savez, il ne manque pas de souffle, hein, parce que le 8 mars, j'espère que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre ce soir, c'est une invention des communistes. D'accord? C'est pas les nobles, c'est pas la réaction, c'est pas la droite bien pensante. Non, c'est les communistes. Et la femme qui a inventé ça s'appelle Alexandra Kollontai. D'accord? C'est une manif qui part de l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, à un moment où même dans la gauche, c'était pas facile à faire avaler. D'accord? Les premières figures du féminisme de la gauche, hein, parce qu'il y en a eu un peu partout dans le monde, parce que là, on a affaire à des droits qui sont universels et, par la force des choses, transclasses, même si la domination ne s'exprime pas de la même manière dans toutes les classes. Bon, voilà. Et par conséquent, je pense vous avoir à peu près fait le tour de ce qui me paraît le plus important à retenir de ce que nous avons à faire. Dites-vous bien que
vous ne participez pas simplement à une élection municipale. Bien sûr, c'est une élection municipale. Vous les avez vus, vous avez vu cet homme, vous en êtes fait une idée vous-même. C'est un homme jeune, c'est un homme Nouvelle-France 100%, c'est un homme qui sait ce que c'est que la gestion, donc vous n'avez pas de souci à vous faire pour dire est-ce qu'il va savoir. Si, il sait. L'équipe, on m'a dit, ça tient la mer, c'est pas moi qui vous ai expliqué ce qu'il faut faire ici, hein, mais c'est une équipe, c'est vraiment une équipe. C'est très important, mesdames, messieurs, de ne pas avoir un panier de crabes de gens qui se sont entrebouffés avant l'élection pour avoir les bonnes places. D'accord? C'est très important, une équipe. C'est ça que vous avez en face de vous. Et tout le monde va regarder le résultat de l'élection municipale, mais on va les regarder beaucoup dans nos secteurs. Ils vont dire, est-ce que ça a fonctionné, le lien avec la France insoumise? Parce que nous ne sommes pas un parti, au sens où on vous dirait, nous sommes une avant-garde, vous faites ci, vous faites ça. Nous sommes un mouvement. Et nous sommes complètement poreux à la société. C'est-à-dire, quand vous poussez, on avance. Si vous reculez, on vous dit stop, bon, pas trop. Bref, on fait ce qu'il faut. Nous sommes un mouvement. Nous sommes une expression politique de la société. Et ça les rend fous, parce qu'ils disent, on ne te pardonnera jamais, m'a-t-on dit une fois entre quatre yeux, on ne te pardonnera jamais d'avoir ouvert la cage. Dans la cage, c'est vous. Et ce qu'ils ne supportent pas, c'est de voir que dans tous les endroits où ils avaient banni la population, banni du verbe bannir, avec lequel on fait le mot banlieue, le lieu du ban. C'est là où on repousse ce dont on ne veut pas. Ceux qui étaient dans la ville, qui l'ont construite, la grande ville, Paris, et qu'on a éjecté. Ceux qui, je ne vous refais pas toute la liste. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Ils vont regarder. Et nous aussi, on va regarder. Nous tous, entre nous. Est-ce qu'on a la force? Est-ce que vous arrivez à faire voter la masse de ceux qui vous entourent? Nous accumulons des forces pour l'épreuve de force de 2027. Quand vous aurez convaincu les gens d'un bon programme de partageux, de collectivistes, ici, alors ils auront envie de voir la même chose au niveau national. Vous devrez donc vous comporter, une fois que vous aurez gagné, d'une manière exemplaire. Dans les comportements, dans la manière de faire, dans les décisions, dans la rapidité de l'exécution, dans les choses que vous pourrez apporter. C'est dur, je le sais, hein. J'ai été élu local, je connais ça à fond les manettes. Montrer aux gens qu'on peut changer beaucoup de choses. Et puis des fois, ce sont des choses qui sont symboliques, mais qui tout d'un coup font que chacun se sent respecté. N'est plus traité comme une chose, n'est plus traité, comme ils disent en se remplissant la bouche avec ça, la gestion managériale des territoires. Quel territoire? De quoi vous parlez? Le territoire, vous l'avez mis à la botte du capital pour en faire du profit. Vous commencez déjà à détruire des logements sociaux pour créer de la propriété immobilière. Et c'est le début, comme ils ont fait à Paris, en foutant tous ceux qui travaillaient dehors pour les envoyer en banlieue. Et une fois que dans vos banlieues, vous avez sué 100 et haut pour organiser tout ça, pour le mettre d'aplomb, allez, dégagez, partez plus loin. Parce qu'on va commencer à vendre à moindre prix à une classe moyenne mythique qui n'existe plus et qui existera encore moins quand la crise économique là va aller à son terme. Pour ne rien dire de la crise financière, mais je vous ai dit tout à l'heure. Voilà ce qui va se passer. C'est donc un événement politique, cette élection. C'est pour ça qu'ils nous tapent comme ça, si dur. La catastrophe qui se dessine, c'est si les gens écoutent ce que disent les socialistes. Je suis obligé de les citer, alors que c'est pas notre intention de faire la bataille rangée. Mais regardez ce qu'ils ont décidé hier. Deux choses absolument inouïes et sans précédent dans toute l'histoire de la gauche. Désigner l'un des porte-paroles, mais non le moindre, d'un mouvement, le nôtre, et me traiter d'antisémite. Antisémite, ça veut dire criminel, car l'antisémitisme en France est un crime, comme tous les racismes. C'est-à-dire qu'on a un parti qui dit que nous avons tiré du néant, qui dit tout ça, c'est un criminel qui les dirige. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont suspects de ça. Deuxièmement, on ne fera pas d'accord, disent-ils. On n'en a pas fait au premier tour. En effet, ils n'en ont pas voulu. Ah, ils le reconnaissent. Parce qu'il faudrait savoir, la moitié du temps, ils disent, ils ont voulu faire bande à part. Mais c'est vous qui avez dit que vous ne voulez pas de nous. Mais nous, on n'est pas des gamins. La première fois que vous l'avez dit, on a pris nos dispositions pour avoir des listes. On en a 500. On a bien bossé. Félicitations à tous les camarades qui ont fait ce travail. 500 listes. Nous sommes présents dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Et dans toutes ces villes, nous avons réussi à faire la parité absolue des têtes de liste hommes-femmes. Nous sommes le seul mouvement dans cette situation de parité absolue.
On a bien bossé. Vous avez bien bossé. Maintenant, il faut emporter la partie finale. Donc, ils disent d'abord que je suis un criminel. Deuxièmement, ils appellent à je ne sais quel mouvement, et en tout cas, ils disent au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors, tout le monde entend. Ah, ils rompent l'accord. Penses-tu? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent qu'il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Mais j'ai déjà connu ça, moi, vu mon âge. C'était la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, là. C'était ça. Ils étaient alliés avec le centre. Et c'est quand les communistes ont proposé de faire le programme commun, ça a pris plus de 15 ans qu'on y arrive, que socialistes et communistes se sont unis. Et jusqu'en 1983, il y avait encore l'Union de la gauche et 72, 73. 10 ans après, à Marseille, il y avait encore des listes avec le centre. C'est la combinazione permanente, partout, la combine. Qui c'est qui veut venir avec nous? Qui aura ici une pensée de ci, une pensée de là? Donc, ils vont avoir la peur de leur vie. Mais c'est un cas de conscience difficile pour nous. Parce que, camarades, quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser passer l'extrême droite. C'est compliqué, non? Vous comprenez pourquoi on a besoin d'être très fort? Parce que plus on est fort, plus ils sont obligés de céder. Et nous n'avons pas intérêt à faire la démonstration devant le pays de ce qu'on appelle la gauche éparpillée, vaincue par sa propre bêtise. Parce que ce que viennent de faire les socialistes, en nous déclarant criminels et en disant qu'il ne faut pas d'alliance avec nous, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans l'histoire. En 1932, les socialistes allemands ont refusé l'offre de l'union que leur faisaient les communistes allemands. Et à partir de là, le centre a pu faire son jeu et appeler Hitler au pouvoir. L'année même où il perdait des voix à l'élection présidentielle. Ça a déjà eu lieu. Tous, je fais appel à votre intelligence, à votre compréhension des situations. Ce sont des décisions difficiles à prendre. Nous ne sommes pas les organisateurs de la défaite. Nous, comme ils le sont eux. La ligne qu'ils appliquent conduit tout droit à la victoire de l'extrême droite et de la droite. La ligne que nous appliquons, c'est le contraire. Amis, camarades, donnez-nous de la force. Je veux dire, donnez de la force à Mehmet. Si vous êtes assez haut et assez fort, vous balayerez tout. Pour ça, il faut que le peuple s'y mette. Le peuple, il est ici, il est dans ce coin de la ville. Vous le savez comme moi. Vous devez déplacer tout le monde. Faites ce que vous pouvez. Moi aussi, je fais ce que je peux. Tous les soirs, nous tournons à 40 à 50 réunions dans le pays par soirée. C'est vous dire où on en est. Celle-ci, tout à l'heure, je lui posais la question. Tchouf, son carnet de balles est plein jusqu'à la fin de la semaine. Elle, pareil. Celui-ci aussi. Voilà. Tous, tout le monde est sur le pont. Et vous savez... Ouais, vous pouvez les applaudir. Parce qu'ils se sont tapés un débat interminable sur le budget avec les socialistes qui les trahissaient à chaque passage de 49.3. Puis la discussion, encore jusqu'à la semaine dernière, la dernière nuit. Vous savez, les gens, ce que c'est? Et tout le monde a des gosses là-dedans. Hein. Tout le monde a une famille, tout le monde a une vie, tout le monde est crevé. C'est pas un sacrifice. Parce que vivre dignement et assumer sa tâche, c'est pas un sacrifice. C'est respecter sa propre dignité. C'est l'exemple que l'on veut montrer à ses enfants. Donc c'est pas un sacrifice. C'est une manière d'être. Mais je pense qu'elle mérite le respect. Et qu'en tout cas, on mérite d'être mieux traités que nous le font avec nos soi-disant alliés, qui sont cette chose qui est là en travers du chemin, mais qui ne doit pas nous empêcher de vaincre, par la seule arme que nous ayons, la conviction, les bulletins de vote. Croyez-moi, il n'y a que ça qui vaut, il n'y a que ça qui compte. C'est avec ça que nous allons gagner et avec ça que nous allons vaincre. Vous savez que je présente toujours une petite statue à la fin, une statue de mots. Il y en a qui aiment Jean Ferrat ici? Oui. Levez la main à ceux qui aiment Jean Ferrat. Ah ouais, c'est une salle de gauche. Bon, alors moi je la connaissais pas celle-là, ça s'appelle La paix sur la terre. La paix sur terre. Vous la connaissez? Ben, quand vous rentrez à la maison, vous mettez YouTube, La paix sur terre. Moi j'aime mieux Ma France, j'adore. Surtout celle qui se balade dans les champs, là. Oh là là, ça me tire les larmes aux yeux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé le mot insoumis. Parce que dedans, il dit la France, la belle, la rebelle. Alors nous, on a mis ça sur nos affiches, la belle, la rebelle. Et on commençait à se moquer de nous en disant la moche et la remoche. Bon.
On s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose. Et on a fait des listes de mots, et on a fini par choisir dedans insoumis. Je termine avec cette histoire pour que vous la mettiez tous bien dans la tête. Pourquoi insoumis? C'était ceux qui voulaient plus faire la guerre, à la Première Guerre mondiale. C'est terrible, parce que tous les autres disent, t'es un lâche, tu fous le camp, t'as peur. Non, 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 c'était les plus courageux, vous savez pourquoi? Parce que les autres, ils avaient une chance, pensait-il, de s'en sortir dans les combats. Tandis que quand t'étais insoumis, t'étais mort. Parce que tu étais arrêté, ils faisaient ça en groupe, l'état-major condamnait tout le monde, et tout le monde était fusillé. Donc c'était des hommes qui, au moment où ils disaient « je cesse le combat », savaient qu'ils étaient morts, et fusillés, et indignes. Donc c'est un courage extraordinaire. Et nous, les insoumis, on a bien choisi notre nom, parce qu'ils sont nos modèles. Et l'insoumission, on l'a en nous. C'est pour ça que ce n'est pas un parti politique. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il faut refuser. Le premier héros de l'histoire, c'est une femme, dans les histoires. C'est Antigone. C'est la première qui dit non à son nom, qui dit on n'enterrera pas celui-ci parce qu'il n'a pas respecté les lois de la cité. Et elle dit c'est mon frère, je l'enterrerai quoi que tu racontes. Elle a dit non. Dire non, ça n'est pas s'opposer à tout. C'est tout d'un coup être soi-même. Bien sûr, quand vous dites oui aussi, vous êtes vous-même. Mais c'est un moment où vous consentez, vous allez dans un sens. Dire non, c'est mobiliser quelque chose en soi pour dire non, je ne veux pas de ça. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne vous permettrai pas de me l'imposer. C'est pourquoi le non n'est pas que du négatif. Le non, c'est non à quelque chose qui dit oui à quelque chose d'autre. Et nous, quand on dit non à la guerre, nous n'en voulons pas, nous ne ferons pas celle-là, nous ne ferons pas la suivante, nous ne voulons pas nous battre avec les Russes, parce que nous savons que ce sera une guerre nucléaire s'il s'agit des Français qui entrent en guerre. Et de même, nous ne voulons pas de la guerre de la Chine. Quand nous disons non, 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 nous disons oui à autre chose, oui à l'humanité qui s'accorde, oui à la paix, oui à la négociation et en compromis. C'est ça qu'il y a dans la chanson. Allez, je vous la lis et j'arrête parce que ça a même fait crever le chronomètre, alors, mon truc. Alors, il est tout noir maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Ça fait combien de temps que ça dure? 3 heures? Bon. Jean Ferrat. Allez. Nous ne voulons plus de la guerre. Nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires. Halte à la course au néant. Devant tous les peuples qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières. Cette petite flamme au cœur du monde entier. Ça c'est vrai, heureusement qu'ils ne nous connaissent pas de trop près. Cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Merci, mesdames, messieurs.